Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Leblond Modéré discute de quoi au final? Bon, vous vous êtes déjà demandé ce qui maintient une société unie, comment les voix marginales peuvent influencer une nation tout entière. Alors aujourd'hui, nous allons explorer ces concepts et bien d'autres grâce à l'univers philosophique d'un grand penseur, Jürgen Habermas, je le prononce comme il faut, il y a un trémor sur le U. Alors, sans plus attendre, écoutez, plongeons dans le vif du sujet. Quand on parle de l'agir communicationnel, c'est quoi finalement? C'est que directement dans The Theory of Communicative Action, dans cette œuvre-là, Habermas présente une distinction qui peut paraître bien simple, mais qui est fondamentale pour la santé d'une société. Il y a des interactions où chaque participant cherche à gagner, à tirer un profit ou obtenir un avantage. Ben, c'est ce que nous voyons souvent dans le monde des affaires, par exemple. Puis il y a les interactions où le but est purement la compréhension mutuelle, comme une conversation sincère entre amis ou entre membres d'une communauté. Là où ça devient fascinant, c'est dans la vision qu'Habermas a sur l'importance cruciale de cette seconde forme de communication. Selon lui, pour qu'une société reste unie, cohérente et en bonne santé, ses membres doivent aspirer à cette compréhension mutuelle. Dans une époque où la polarisation semble être à l'ordre du jour, ben, ces idées résonnent avec une pertinence saisissante. Quand on parle aussi de la rationalité au-delà de l'efficacité, lorsqu'on discute de rationalité, ben, notre esprit se tourne instinctivement vers la logique, l'efficacité, le pragmatisme. Ben, pour Habermas, dans son œuvre Truth and Justification, ben, il nous pose une question provocatrice. Et si la rationalité n'était pas uniquement liée à l'efficacité? Et s'il était, au fond, une quête de vérité authentique et sincère? En plongeant dans ses écrits, on découvre que une perspective rafraîchissante où la rationalité est liée à la sincérité, à une profonde recherche honnête de la vérité dans un monde qui est dominé par exemple, des médias sociaux, la désinformation, les discours ambiants, etc., etc. Ben, ces notions nous rappellent l'importance d'une réflexion approfondie. Et dans ses écrits, ce qui est intéressant, c'est le concept de l'espace public et ses défis par ailleurs. L'un des concepts les plus célèbres, on parle de l'espace public, bien sûr, cet espace qui est métaphorique et parfois même physique. C'est là où les citoyens se rassemblent pour échanger, débattre et prendre des décisions. C'est le cœur battant d'une démocratie. Par exemple, le Québec, avec son histoire riche et complexe, peu importe ce qu'en disent les détracteurs de notre histoire, ben, c'est un exemple assez vibrant de cet espace public en action. Les débats sur les langues, sur l'identité, sur la culture, sur la façon dont on, on crée de la richesse, par exemple, ben, on façonnait la province, ou du moins notre nation, et continue de le faire. Cependant, Habermas nous avertit que cet espace public est en danger. Quand on parle dans The Structural Transformation of Public Sphere, il décrit comment les forces du marché, la commercialisation et la monopolisation des médias peuvent transformer cet espace public, donc cet espace de débat ouvert finalement, en un simple théâtre, un spectacle où la véritable discussion démocratique est mise à l'écart. On pourrait parler de la société du spectacle de Guy Debord, etc., des auteurs qui sont plus près du marxisme, par exemple. Mais là où est le cœur, c'est pas la question de la culture économique de notre société, mais dans son ensemble, les discussions de fond. Donc, quand on parle de voix marginale, on parle de voix marginale lorsqu'on essaie de censurer ou de mettre ou de calfeutrer un discours qui nous plaît pas, ou du moins collectivement, ou dans l'ensemble, dis-je, de la société. Ben bon, il y a des voix qui se sentent négligées ou marginalisées. Habermas, dans Between Facts and Norms, explore la dynamique de ces voix-là. Selon lui, elles n'est non pas seulement un bruit de fond, elles ont une importance vitale. Ces voix peuvent éclairer des perspectives que la majorité pourrait négliger ou ignorer. Et dans une démocratie réelle, ces voix doivent être entendues, comprises et intégrées dans le discours en général.
de toute façon, peu importe la forme de discours, si on combat à armes égales, et là je reprends mes propos, pas les propos de Habermas, on mesure ultimement, un peu comme dans un duel, que le glaive de l'adversaire soit de la même longueur que le nôtre, autrement dit. On combat à armes égales, où la discussion devient débat et lutte pour, du moins, soit pour faire vaincre ses idées, ou du moins pour les exposer, ou du moins exposer à un public déjà convaincu, ou ceux qui se questionnent sur la nature du même discours. Ces voix, parfois, qui sont mis en lumière, des vérités qui sont des fois inconfortables, hein, des tabous, des choses, par exemple, dans la société québécoise où quelqu'un va créer de la richesse ou du moins va percevoir une certaine richesse. Il y a un tabou qui s'installe. Donc, pour extirper les torts civilisationnels de notre communauté, ben, les débats sont essentiels. Mais c'est précisément ce qui rend la contribution assez inestimable de Jürgen. On va l'appeler par son petit nom. Tout d'abord, ben, c'est ça, elle joue un rôle qui est essentiel en aidant la société à avoir ses propres angles morts. Et de toute façon, elle va de suite en sorte que la parole se tient en action. Donc, en tant que philosophe, bon, on discute, on débat, on explore des idées, on rationalise, on fait des grands discours, bref, sur la place publique ou dans les universités. Donc, Habermas nous rappelle que les idées, les paroles, aussi profondes soient-elles, ne sont que la moitié de l'équation. Hein, dans Legitimation Crisis, il s'attaque à la question de l'application de la philosophie dans la réalité tangible, donc dans la réalité concrète. Imaginez une société où les dirigeants prononcent des beaux discours, remplis de promesses, de visions idéales, mais ne prennent aucune mesure pour les réaliser. Donc, pour Habermas, une telle déconnexion est un signe de crise de légitimité. Lorsque les citoyens perçoivent que leurs dirigeants ne sont plus alignés sur leurs besoins, leur espoir et les aspirations, une tension s'installe. Vous l'aurez déjà vu avec le cynisme ambiant ou du moins le désengagement des citoyens vis-à-vis des médias traditionnels. Donc, qu'est-ce qui s'installe dans notre société moderne? Ben, ce sont des médias sociaux où les voix discordantes peuvent jusqu'à shadowban, devrait-on dire en anglais, jusqu'à censure, ou du moins lorsqu'un utilisateur aura signalé vos propos pour peu importe la raison, même s'ils ne sont pas réellement haineux ou même s'ils n'incitent pas au crime, ben c'est dans le monde dans lequel nous vivons. Donc, les sociétés traversent des périodes de crise, c'est inévitable. Et selon Jürgen, la vraie mesure d'une société réside dans sa capacité à répondre à ces crises par le dialogue authentique et par des actions concrètes. Un dialogue. Vous êtes dans votre famille, un vote péquiste, un vote libéral, un vote CAQ. Donc là, on ne parle pas de politique. Là, non, il ne faut pas parler de mort, pas de religion, pas d'argent. Est-ce que le but d'Alain Côté était bon? Est-ce qu'il était pas bon? Donc, des tabous s'installent et plusieurs personnes même qui n'ont pas une verve ou une éloquence ou du moins une rhétorique assez répartie pourraient se censurer eux-mêmes. C'est ça qui est assez intéressant. Donc, dans la capacité authentique que les individus ont, ben, les mots seuls ne peuvent pas guérir les divisions ou répondre aux défis. Mais les mots suivent d'actions significatives peuvent, ou du moins le peuvent. Le défi, cependant, c'est de savoir quelles actions entreprendre. Dans un monde de plus en plus complexe et des défis globaux, tels que le changement climatique, la montée des inégalités, les tensions géopolitiques, déterminer la bonne voie à suivre peut sembler décourageant. C'est là que la philosophie d'Habermas peut nous offrir justement une boussole, ou du moins un GPS, tout dépendamment de vos moyens, en valorisant le dialogue authentique, la compréhension mutuelle et la recherche sincère de la vérité, quand deux personnes sont capables de mutuellement se mettre l'ego de côté, dire ah sur ce point-là, ça pourrait être intéressant, ou du moins je suis pas en accord avec ta proposition ou ta prémisse, mais du moins je sais où tu t'en vas. Du moins d'être capable d'accompagner l'autre dans un dialogue non pas seulement authentique et réel, mais une démonstration tout à fait empathique. Donc, on peut trouver des solutions collaboratives et équilibrées à nos problèmes les plus pressants. Donc, peu importe si le débat s'ensuit avec peu importe les sophismes, puis bon, les espèces
de duel un peu spectaculaire où les gens veulent essentiellement du sang. Si vous avez, par exemple, un de vos amis qui ne correspond pas généralement à ce qu'on pourrait appeler le zeitgeist, la pensée du moment ou votre pensée du moment, bien, vous êtes capable au moins d'être guidé par ses propos, ou du moins ne pas être dans un contexte d'opposition absolue. Donc, quand même, ce qui est assez important dans la pensée de Jürgen, c'est la capacité à décloisonner des discours qui sont marginaux, qui font pas notre affaire, non pas pour leur donner une tribune, non pas pour leur donner un spotlight, mais pour les combattre à armes égales. Donc, peu importe si c'est des gens plutôt d'extrême droite ou d'extrême gauche, ces gens-là doivent quand même, peu importe si vous êtes de leur côté ou contre eux, le monde ne se situe pas non seulement avec le noir et le blanc, mais avec ce débat sociétal-là, sans une grande censure et un tabou qui refoule des passions que d'autres vont avoir de toute façon. Ils vont créer eux-mêmes leur chambre à écho, leur, euh, leur safe space et compagnie, pour ne citer que ceux-là. Donc, on peut également rappeler l'importance des voix de la société, en particulier celles qui sont souvent négligées ou mises de côté. Ces voix, ces perspectives sont cruciales pour construire une société équilibrée et juste. À première vue, vous allez penser que c'est plutôt naïf, mais c'est d'une volonté. Je pense que Jürgen Habermas comprend assez bien, même du haut de ses plus de 90 ans déjà. Il a écrit quand même des articles il y a moins de 10 ans, comprend généralement que la modernité s'est installée. Notre période contemporaine, c'est la simultanéité, l'instantanéité, le direct. Tout le monde peut dire tout sur tout et n'importe quand à n'importe qui. Donc, si on prend par exemple le Québec, avec sa richesse culturelle, son historique, social, etc., etc., il y a un exemple vivant de l'espace public. On nous rappelle que malgré les défis, les désaccords, ben, il y a un engagement sincère envers la compréhension mutuelle et le dialogue qui peut conduire à une société plus unie et harmonieuse. Donc, je dirais qu'en concluant, je vous invite à réfléchir de la manière dont vous pouvez intégrer les enseignements d'Habermas dans votre vie quotidienne, que ce soit avec votre blonde, avec votre chum, votre, votre collègue de travail, si les communications plutôt informelles le permettent. Comment pouvez-vous contribuer à cet espace public précieux? Parce qu'une démocratie, c'est pas seulement mettre un billet dans une boîte et se revoir 4 ans plus tard ou 5 ans plus tard, peu importe la juridiction dont vous faites partie. Comment pouvez-vous écouter et comprendre les autres d'une manière plus approfondie? En regardant aussi son propre ego aussi. Hein. Vous êtes pavé de connaissances, d'expériences, puis aussi de sentiments. Je veux dire, ce qui ne fait pas votre affaire va générer une forme de colère ou d'enragement qui va détruire un peu la portée significative puis le fond de vos propos. Donc, c'est à voir. On voit ici Stéphane Bureau qui partageait une publication sur LinkedIn parlant justement qu'on a besoin d'une société qui a ce style-là. Donc, c'est pas pour rien qu'au Québec, on a de la difficulté à faire des émissions de débat. C'est parce qu'il reste encore des tabous introjectés dans notre société qui peut-être est adolescente sur le plan politique. J'ai souvent dit que in extenso et à l'opposé, la société française est tout à fait absolument l'inverse, dans laquelle justement les discours, les débats, les partis politiques, les formes d'élection, et peu importe, il y a toujours une façon de rationaliser. C'est une société qui est hyperactive, alors la nôtre est par défaut hypoactive. Elle est toujours dans une forme de on veut pas choquer le voisin, on veut faire attention dans les parties de famille, mais tout est dans l'art de la communication. Alors, je veux dire, pour clore le débat, si c'en est un, il y a des livres assez intéressants. Il y a La théorie de l'agir communicationnel, livre en 81, qui est quand même beaucoup d'actualité, mis à part qu'on pourrait additionner notre monde un peu plus moderne. Droit et démocratie, 92, j'avais déjà 1 an, c'est pas mal. Le discours philosophique de la modernité, toujours en 85. La morale et communication et de l'éthique de la discussion, 91 aussi. Et la vérité et justification. Donc lui, Habermas, très intéressant. Il a été
notamment influencé par Max Weber, sociologue allemand, très intéressant encore une fois, Wittgenstein, Kant, Marx, etc., etc. Et il est encore des nôtres, il a 94 ans aujourd'hui. Donc, je vous invite à voir ces livres-là, de voir si ça vous intéresse, de voir si on peut concilier la modernité avec nous-mêmes dans le cadre où on doit toujours parler plutôt que discuter, débattre au lieu de proposer. Et c'est toujours ça. Écoutez, j'ai fait un petit podcast ici où j'invite les gens de mentalité plutôt discordante à venir s'exercer dans le pugilat, dans la lutte, dans le ring de lutte. Puis c'est un peu ça au final. Donc, Habermas et son discours sur l'espace public, toujours un grand intérêt qu'on peut porter à ça. On est versé dans le politique, dans les affaires sociales. Donc, je vous invite, mesdames et messieurs, à regarder un peu ses enseignements, hein, ce monsieur de l'école de Francfort. Alors, c'était tout. C'était un petit podcast échantillon aujourd'hui. Je vous souhaite un bon congé du travail et à très bientôt. Bye.